plaisir de vous présenter Yves Rebaud, dont le travail apporte des questions qui sont tout à fait cruciales pour l'égalité filles-garçons dans le système d'enseignement, même s'il n'est pas tout à fait dans ce domaine-là. Yves Rebaud est géographe. Il enseigne depuis 2000 à l'université Bordeaux-Montaigne, où il est également chargé de mission égalité femmes-hommes. Ses recherches portent sur le genre et la ville. Bon. Ouais. Excusez-moi. Donc, et alors, vous avez montré combien les loisirs des jeunes, les cultures urbaines, sont genrées et sont en réalité des cultures et des loisirs essentiellement masculins. D'ailleurs, les titres de vos ouvrages récents, en rapport avec les études de genre, en témoignent. Donc, je cite Pour en finir avec la fabrique des garçons, que vous avez rédigé avec Sylvie Hérald, et La ville faite par et pour les hommes. Voilà. Et dans le livre, pour en finir avec la fabrique des garçons, d'ailleurs, sur ce thème-là que vous allez intervenir, c'est la fabrique des garçons, la fabrique violente, en fait. La fabrique des garçons violents, plutôt, dans le sport, les loisirs et la culture. Voilà, je vous cède la parole. Tout est OK ? Oui, oui, excusez-moi pour ces sonneries tonitruantes. Donc, voilà, j'ai 30 minutes, c'est ça ? Vous avez 30 Très bien, minutes, merci oui. beaucoup. Donc, bien tout de suite, quelques chiffres que je vous laisse lire en préambule pour nous remettre dans l'évidence de l'asymétrie des violences femmes-hommes. Donc, on vit au milieu d'un monde profondément asymétrique au niveau de la violence, dans tous les domaines. Voilà. Après, on a plein d'autres statistiques qui corroborent. Il n'y a pas de phénomène de violence dans la société qui ne soit de façon très asymétrique masculine. Quelques exemples, voilà. Je ne fais pas une minute de silence, je vous laisse lire. Voilà, alors c'est un récit au neutre. De façon très majoritaire, la violence sociale est un phénomène masculin. La présence de quelques femmes violentes suffit parfois pour neutraliser le récit. Donc on a des championnes qui découpent des hommes, ou bien de temps en temps une ou deux terroristes, mais très majoritairement, enfin de façon très marginale. Il s'agit toujours de 5 ou 10% de femmes violentes qui, d'une certaine manière, nous rassurent et nous font dire que la violence est également partagée entre les sexes, ce qui n'est effectivement pas vrai statistiquement. Alors on n'aime pas aborder cela sous l'angle du masculin, on dit les jeunes, les délinquants, les terroristes, les djihadistes, les voyous, etc. Mais comme on a une langue française qui décline tout au masculin pluriel, eh bien ça nous empêche de voir le genre réel de ces phénomènes et de ces acteurs de la violence. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait que les hommes sont violents ? Donc évidemment, je ne vais pas vous donner la réponse ici, mais je vais vous donner des entretiens que nous avons réalisés avec notamment Sylvie Hérald auprès de populations d'animatrices, d'animateurs, d'éducatrices et d'éducateurs, et puis d'enseignantes et d'enseignants. Alors en fait, on a toujours ces croyances sur les gènes et les hormones qui ont la vie dure, puis qui de temps en temps sont réactivées par quelques scientifiques qu'on choisit, qui sont ultra minoritaires dans le champ scientifique, mais que les journalistes aiment bien, et qui nous prouvent qu'il y a un cerveau droit, un cerveau gauche, etc. Alors on a toujours cette idée que l'instinct masculin refait surface, les gènes, les hormones. Après on a la puberté, donc nos éducatrices et éducateurs en général agissent aussi avec des jeunes en collège ou bien dans les quartiers. Chez les garçons, alors donc les transformations des interprétations biologiques, la transformation de l'appareil génital est extérieure, elle est doublée d'un développement musculaire, cela entraîne une concurrence entre garçons pour s'affirmer. Chez les jeunes filles, l'appareil génital est intérieur, le développement est plus intérieur, plus intellectualisé. Donc je fais les gestes qu'on a observés également dans ces entretiens pour voir comment toutes ces explications sont très courantes et très banalisées. Les garçons ont une forme de violence qui a besoin de déborder. Vous verrez au fur et à mesure, on peut voir au fur et à mesure de ces entretiens que les métaphores sexuelles sont toujours présentes. La puberté des garçons est plus extériorisée, ça se manifeste par un développement physique, un développement sexuel évident, apparent, comme si on voyait le sexe des garçons. On ne le voit jamais en fait, mais on suppose qu'il est évident, apparent et en érection bien sûr.
Les transformations féminines ne semblent plus intérieures, plus raisonnées. Les violences chez les filles sont plus psychologiques et personnelles. Et voici tous ces discours qui sont banalisés, banaux, je ne sais pas comment on dit, dans le discours des enseignants, qui s'appuient aussi souvent sur des savoirs acquis dans des études antérieures qui tiennent à la psychologie freudienne ou à un certain nombre de savoirs qui corroborent ces faits. Quand il n'y a pas d'explication sur les gènes, les hormones, eh bien, on retrouve en deuxième lieu, toujours dans ces entretiens, les explications culturelles. Ici, les problèmes des garçons, c'est les gens du voyage. Chez les gitans, les hommes sont les rois. Il ne faut pas toucher un garçon gitan, sinon on a toute la famille sur le dos. Les garçons maghrébins, la culture musulmane, c'est les hommes qui dominent. Pour moi, ce sont avant tout des jeunes des quartiers, beaucoup de Turcs, de Maghrébins, d'Africains. On leur donne des endroits où ils peuvent s'exprimer, on s'occupe d'eux. Mieux vaut qu'ils soient violents dans les textes de rap ou sur les terrains de sport que dans la rue. Quelle autre solution? Les filles marocaines sont plus mûres que les garçons, elles savent mieux s'occuper, elles réussissent mieux en classe. Donc là, on observe que quand il s'agit d'étrangers, donc les enquêtes en Suisse, ce sera peut-être les Kosovars ou ailleurs, d'autres minorités, plus besoin de gènes et d'hormones pour expliquer la différence, puisque effectivement, cette fois-ci, on a la différence culturelle et notamment la religion. Troisième type d'objection, de plus en plus de filles violentes. N'exagère-t-on pas les violences faites aux femmes? Il y a de plus en plus de femmes violentes, de plus en plus de maris battus aussi. Donc simplement, effectivement, il y aurait des hommes qui seraient tués par leurs femmes sans qu'on le sache, parce qu'ils n'oseraient pas le dire. Voilà. Donc, voilà. Et donc il y a cette idée du déni de la violence faite aux hommes, qui prouve bien que les hommes sont autant victimes que les femmes, mais en secret. Nous n'osons pas dire les violences que nous subissons chaque jour. Et ensuite, il y a cette idée également de la violence montante des filles. Donc effectivement, il y a une surexposition des filles violentes, que ce soit dans la cour de récréation. Quand il y a une bagarre de filles, ça devient une affaire d'État. Souvent, on envoie les filles en question chez le psy. Alors quand il y a une bagarre des garçons, c'est ordinaire et on n'intervient même pas puisque ça fait partie de la culture scolaire. Donc il y a aussi cette idée que les filles feraient tout en douce. Donc elles sont plus magniles, elles font tout en douce, elles ne se font pas prendre, disent les enseignantes. Elles sont sournoises. Et d'ailleurs, c'est souvent chez les antiféministes québécois qui s'appuient sur la psychologie, un psychologue qui s'appelle Yvon Dallaire, que je regrette de citer d'ailleurs, qui parle de psychojeunesse complémentaire, c'est-à-dire qu'il dit qu'effectivement les hommes, ils sont loyaux et droits et leurs femmes les provoquent sur eux une violence psychologique qui fait qu'ils finissent par péter les plombs et c'est eux qui finalement sont condamnés alors que la violence venait de leurs femmes. Les femmes victimes, bien sûr, ce sont les familles pauvres, les milieux issus de l'immigration, donc ce que toutes les statistiques démontrent le contraire, évidemment, même s'il y a des caractères aggravants de la relégation sociale. Alors, dernier argument, il ne faut pas faire des violences entre sexes une priorité, mais les traiter à égalité avec les autres discriminations. Donc chaque fois, les propos sur les études de genre ou les études féministes peuvent être démontés par des gens qui disent la plus grande des violences, c'est celle de la classe sociale, ou c'est celle de la race, ou c'est celle du handicap. Et effectivement, à chaque fois, il faut que les études de genre, même quand on a des corpus aussi asymétriques que ceux que je vous ai montrés au début, démontrent effectivement l'universalité de cette violence masculine. Et puis enfin, il y a le procès en féminisme, l'antiféminisme. La faute du féminisme, c'est de polariser le débat sur les inégalités hommes-femmes et les violences faites aux femmes, alors que les violences viennent d'autres facteurs. Donc cette violence masculine, elle est relativisée, elle serait naturelle, elle serait surtout liée aux classes pauvres, aux cultures étrangères ou ethniques. L'égalité homme-femme dans la violence, comme pour le reste, progresserait en France et en Europe. Donc il y a aussi l'effet auto-centré, ça se passe bien chez nous, c'est bien pire ailleurs, grâce aux acquis du féminisme. Et puis également, ça se passe bien en centre-ville, c'est bien pire en banlieue. Donc on a aussi cette autosatisfaction qui se base sur rien, sur aucune statistique et aucun constat réel, et qui nous pacifie en nous disant finalement, si nous sommes au centre, nous sommes à l'écart de ces problèmes. Et s'il y a des revendications au centre de femmes qui revendiqueraient l'égalité, eh bien à ce moment-là, on va les accuser d'être des féministes bourgeoises, etc. Voilà. Donc les violences faites aux femmes, enfin cette idée que les violences faites aux femmes ne seraient pas différentes d'autres violences faites à d'autres catégories discriminées. Évidemment, mondialement, il suffit de regarder quelques chiffres comme le chiffre du fémicide ou féminicide pour se rendre compte qu'il manque chaque année quelques millions de femmes à l'appel dans le monde. Alors, notre hypothèse, évidemment, et là je m'inscris tout à fait dans ce qu'a dit Isabelle Collet avant,
c'est que la violence masculine est un construit social à l'œuvre ici et maintenant, ce que nous avons essayé d'explorer dans un certain nombre d'ouvrages avec Sylvie Hérald. Là maintenant, je vais parler finalement d'une façon, voir quelles conséquences a cette hypothèse de départ, bien quelles conséquences elle a sur l'environnement des enfants, pas seulement à l'école, mais déjà dans la cour de récréation, et puis ensuite, après, dans tout ce qui peut être le dispositif sport, culture, loisirs. Donc, premier constat sur toutes ces enquêtes, partout, Suisse, France, Québec, eh bien, les budgets publics destinés aux loisirs des jeunes avantagent les garçons et encouragent leur appropriation de l'espace public. Donc il faut retenir ce chiffre qu'on retrouve à peu près partout. 75% des budgets publics destinés aux loisirs des jeunes profitent aux garçons, tout confondu. C'est-à-dire que si vous additionnez les activités des filles, danse, équitation, etc., la médiathèque, les activités mixtes, la natation, les activités sportives des garçons, eh bien au total, eh bien, il y a 3 fois plus de moyens pour les garçons que pour les filles. Alors, je reprends là un travail qui a été fait par ma collègue Edith Marvel-Joust, et j'ajoute que tout ce travail a été fait avec un groupe de Bordeaux fort sympathique, qui est invité souvent d'ailleurs par vous-même, donc Edith Marvel-Joust, mais aussi Arnaud Alessandrin, qui a travaillé sur l'homophobie, Johanna Dagorn, Laetitia Franquet et bien d'autres, et Sylvie Hérald. Donc là, cet après-midi, vous verrez ce petit documentaire Espace d'Éléonore Gilbert, qui est vraiment l'œuvre d'une géographe de 12 ans, ou non même pas, 10 ans peut-être, qui est extraordinaire de pertinence. Mais pourquoi elle est pertinente? Tout simplement parce qu'elle vit la cour de récréation depuis la maternelle jusqu'au CM2, qu'elle la vit tous les jours, et que si on lui demande de raconter, elle raconte les rapports de domination dans cette cour de récréation. Et voilà, et donc cette cour de récréation, eh bien, elle montre, si on y prend garde, et ça rejoint ce qu'on disait sur l'école, eh bien, si on considère que la cour est neutre, eh bien, on ne voit pas cette centralité du terrain de foot, cette colonisation du terrain de foot par les garçons qui sortent très vite de la classe pour se l'approprier. Ce jeu de ballon avec un ballon qui roule et donc qui dépasse évidemment les lignes et qui va occuper toujours plus de terrain que le terrain lui-même, puisque les garçons en plus ne font pas les touches, donc ils occupent le terrain et tout l'entour, et qui apprennent aux filles effectivement à être en périphérie, et qui apprennent également aux filles, dès leur plus jeune âge, une spatialité différente, c'est-à-dire tenir moins de place avec des jeux qui ne tiennent pas de place, sauter à la corde, jouer au bal, jouer sur des marelles, jouer à des jeux, discuter. Ça aussi, c'est assez intéressant, alors que les garçons sont invités à effectivement déborder les lignes, éviter le centre, et puis ensuite esquiver plutôt que percuter, c'est-à-dire que là, les apprentissages corporels de la spatialité et du partage de l'espace, on va les retrouver après, comme vous pouvez les retrouver, ce que nous disent les femmes, c'est-à-dire que quand on est sur un trottoir et qu'il y a un homme qui marche d'une façon décidée en face, on esquive et l'homme marche tout droit, ce qu'on retrouve dans les couloirs de piscine, etc., enfin, sur la spatialité des hommes et des femmes. Ensuite, penser que l'environnement, et c'est ça aussi une première réflexion, on pourrait dire, d'urbanisme, c'est que cette séparation des filles et des garçons ne doit rien à la biologie, ça on en est persuadé, et puis de toute manière on s'en fiche, ne doit rien à la culture, parce qu'il suffit d'enlever le terrain de foot et de mettre des jeux différents pour voir se mettre en place des coopérations différentes entre garçons et filles. C'est l'exemple qui est maintenant assez connu de la boîte à jouets, qui est un conteneur rempli d'objets de récupération, des cônes de chantier, un fauteuil roulant de handicapé, un clavier de machine à écrire, des tubes, des cartons. Et donc, quand on ouvre cette boîte, eh bien, les enfants courent s'approprier et on voit tout de suite se mettre en place des coopérations entre petits et grands. Une grande fille qui pousse un petit garçon dans le fauteuil et puis après il change, ou bien deux enfants qui se parlent de sexe opposé, qui se parlent à travers un tuyau. Et donc, on voit que les jeux, réellement, sont des opérateurs de genre et que supprimer ces jeux, notamment le jeu de ballon de la cour de récréation, transforment les relations filles-garçons et permettent l'apprentissage de la coopération. Et pour moi qui suis géographe également, eh bien, ça permet une répartition de l'espace puisque ces jeux se mettent partout dans la cour, et ils tiennent plus ou moins de place, mais ils ne sont pas envahissants. Et donc là, on voit bien à quel point les jeux qui nous sont imposés bien, sont des jeux qui sont hiérarchiquement marqués par la domination des garçons et puis également qui entraînent de l'espace. Alors, équipement et espace public destiné aux loisirs des jeunes, donc ça c'était la thèse d'Edith Marvel-Joust que j'avais dirigée sur un programme de recherche conseiller régional d'Aquitaine, conseiller général de la Gironde à l'époque, près de Bordeaux. Et donc après, d'autres études ont été faites à Angers, à Genève,
dans certains quartiers de Paris, à Toulouse, hein, avec Magali Bakou, et on retrouve toujours ce chiffre hein, qui est toujours récurrent. Alors c'est entre 70 et 80%. 3/4 des dépenses publiques profitent aux garçons, tous équipements et loisirs confondus. Les filles décrochent massivement à partir de la 6e, donc ça c'est des études plus fines que nous avons fait depuis sur, que je citerai après, eh bien, les filles arrêtent à partir de la 6e, eh bien, vont moins sur le terrain de sport, vont moins à la maison de jeunes, décrochent des loisirs et se replient à partir du moment où elles sont minoritaires dans des activités qui pourraient être mixtes, eh bien, elles préfèrent se replier sur des activités entre filles à cause du sexisme ordinaire des garçons. Parallèlement, on considère que la priorité, c'est de canaliser la violence des jeunes dans des activités positives en mettant en place toutes sortes de dispositifs, hein, de type skatepark, city-stade, lieux de répétition, scènes de musique amplifiées, tout ce que finalement on pourrait cataloguer sous le nom de cultures urbaines qui sont invariablement des cultures masculines, même si on parle du graphe, par exemple, qui est vraiment très, très, très majoritairement un fait de garçons. Hein, ça n'empêche pas qu'il y ait des championnes filles de graphe, hein, skate, etc. Et puis on voit que ces cultures urbaines ne passent leur temps à se renouveler, ce qui sert d'outil d'ailleurs aux éducateurs dans la prévention de la délinquance. Par exemple, aujourd'hui, on parle de parcours avec un K, hein, c'est l'escalade en ville, ou bien de working out, c'est la musculation en ville. Là encore, ces nouvelles cultures urbaines, hein, créatives, intéressantes, socialement intéressantes, eh bien, sont évidemment des cultures masculines basées sur le muscle et le risque. Hein, et donc on voit bien comment, au fur et à mesure qu'une culture urbaine commence à devenir un tout petit peu mixte, et ce n'est pas le cas encore pour les plus courantes, eh bien d'autres cultures urbaines viennent rappeler l'hégémonie absolue des garçons dans la ville. Donc aussi élément important, ces lieux, hein, et là j'ai pris quelques photos de city-stade, terrain de basket de ville ou bien d'espaces de sport d'accès libre ou bien skatepark, eh bien c'est aussi quelque part, ça fonctionne, comme le dit l'anthropologue Maurice Godelier, comme des maisons des hommes, hein, où les hommes sont entre eux, occupés de la compétition qui les oppose, hein, avec même pas peur, même pas mal, et donc qui élimine non seulement les filles, mais les garçons qui ne sont pas conformes au modèle hétérosexuel dominant. Hein, donc ce sont vraiment aussi des écoles de la virilité, et ces écoles de la virilité sont subventionnées par millions d'euros par nos collectivités chaque année. Alors ça c'est aussi très rapidement, puisque le temps est imparti, hein, donc les espaces jeunesse, on voit tout le dispositif de l'animation socioculturelle, on voit le décrochage, ça c'est les travaux d'Edith Marvejoul, les décrochages du centre de loisirs à la maison des jeunes, hein, à l'accueil adolescent. Hein. Et ce décrochage est plus important aussi si on prend les détails, parce que dans les faits, les filles qui viennent à la maison de jeunes viennent pour une activité d'1 heure ou 2 heures, souvent faite pour elles, de la danse ou un groupe initiative jeune, mais elles ne restent pas, alors que les garçons ont un temps d'occupation du local où ils jouent avec les ordinateurs, ils discutent entre eux, ils occupent l'espace. Donc en fait, tous ces lieux de loisirs des jeunes, hein, et les animatrices et les animateurs socioculturels qui s'en occupent, hein, qui représentent quand même un nombre très très important de professionnels. En France, 200 000 professionnels hein, travaillent dans l'animation socioculturelle, c'est vraiment très important, eh bien s'occupent massivement des garçons à partir de l'adolescence. Les filles, elles ne font pas de bêtises, donc elles réussissent à l'école, donc leur loisir, c'est les activités, enfin c'est le temps de travail après l'école, enfin je veux dire c'est l'école, etc. Donc on retrouve aussi des constantes, hein, les constantes du XXe siècle. L'émancipation des femmes, c'est le travail et pas le loisir, hein, puisqu'elles ont la double tâche à la maison. Et la pensée, effectivement, sur les loisirs a toujours été une pensée en direction des hommes. Séjours et vacances, eh bien, on voit l'effet du sexisme ordinaire, hein, je ne reviendrai pas là-dessus, c'est-à-dire qu'à partir de 13-14 ans, eh bien, les parents ne laissent pas partir les filles dans des séjours de vacances. La disparition des colonies de vacances sur lesquelles nous avons travaillé, j'en parle pas aujourd'hui, mais vous trouverez un certain nombre d'articles sur ces rapports sur les colonies de vacances faits dans la presse, montrent la disparition pour des questions de normes des colonies de vacances généralistes, leur remplacement par un secteur marchand très ciblé sur les classes supérieures, et ensuite leur autre remplacement dans les quartiers poétiques de la ville ou dans les périphéries par des courts séjours à but de prévention. Et dans ces courts séjours ne partent que les garçons. C'est-à-dire qu'effectivement, dans tous les dispositifs ville-vie-vacances qui avaient été mis en place en France après les étés chauds des années 80, eh bien, l'évaluation est catastrophique, même si on tend à essayer de revenir en arrière. Pendant 20 ans, 90% des dispositifs ville-vie-vacances ont été offerts aux garçons. Les filles étant sages, elles ont eu le droit de rester en vacances à la maison. Alors,
Qu'est-ce qu'ils en disent, les responsables, les éducateurs, les éducatrices, dans leurs entretiens? Il faut s'occuper d'abord des jeunes qui posent problème, des jeunes qui décrochent. Il faut canaliser leur violence dans des activités positives. Autre élément qui revient, les filles sont plus mûres, elles savent s'occuper, elles réussissent mieux à l'école, elles préfèrent rester chez elles. Ce qui fait dire à ma collègue Edith Marvé-Jules que le loisir des filles, c'est l'aide aux devoirs, en fait. Voilà. Après aussi, il y a cette valorisation, toujours des activités masculines et féminines. Donc, Isabelle Collet avait raison de rappeler qu'aujourd'hui, les maths, c'est les garçons, et la lecture, le niveau de lecture baisse sans arrêt chez les garçons en ce moment. Donc, il y a vraiment une police du genre qui fait qu'un garçon qui s'intéresse aux arts plastiques ou à la lecture peut être considéré comme une fille ou un PD. Et donc, là aussi, ce recentrement sur la technologie, l'informatique, auquel on donne des moyens toujours accrus, en rappelant que c'est ça l'avenir, qu'il faut que les filles arrêtent de choisir des métiers dans la santé ou sur l'alimentation, et que l'avenir c'est l'informatique, alors que tout nous dit le contraire, que l'avenir c'est le soin, effectivement ce sont les métiers choisis par les filles. Donc le sport, le rock, le hip-hop, le graphe, le skate, important, expressif, valeur sociale positive. Donc on voit des festivals, une valorisation. Les collectivités sont très fières de ces actions qu'elles mettent pour les jeunes, sans jamais préciser le sexe des jeunes. Par contre, la gym, la danse classique ou jazz, la chorale, le twirling bâton, le poney, ça c'est ridicule, ringard, c'est associé à des stéréotypes sexistes. Donc j'avais une amie enseignante qui était venue me voir à la fin en me disant « ça me fait plaisir, c'est la première fois dans une conférence universitaire qu'on parle du poney, et en fait ça fait partie de toute mon enfance, j'ai passé toute ma vie et j'ose pas dire que j'ai fait du poney ». Voilà, donc ça, vous voyez sur les... Donc équitation qui est non seulement non subventionnée, alors qu'elle occupe en France 700 000 filles et femmes, enfin beaucoup de jeunes filles et très peu de garçons, 100 000 garçons, et non seulement non subventionnée, mais souvent dispensée par des clubs privés, relativement chers puisque c'est de l'autofinancement, et qui depuis 4 ans est passée en France à la TVA, c'est-à-dire qu'en plus on a infligé la TVA la même année où l'Euro de football avait été exonéré de TVA, puisque donc là on voit bien aussi que quand on a les lunettes du genre, on voit où part l'argent, c'est-à-dire qu'on exonère les activités masculines et on fiscalise et on pénalise les activités féminines. Et donc, je le dirai un petit peu plus loin, les femmes font maintenant autant de sport que les hommes, simplement elles payent leur sport, alors que pour les garçons, c'est gratuit. Alors aussi, cette idée aussi très, très sexiste est souvent... d'ailleurs proposé par des élus femmes ou des éducatrices sportives, c'est qu'il vaut mieux encourager la promotion des filles sur les terrains masculins, c'est-à-dire que, comme me disait une adjointe au maire, le twirling bâton, c'est les majorettes, ou la danse, c'est ringard, ridicule. Elle me disait, c'est pas ce modèle de femme qu'on veut promouvoir, on préfère les filles sur les terrains de sport, etc. Donc on voit bien comment, comme le disait Isabelle Collet tout à l'heure, ce préjugé que ce qui a de la valeur, qui est intéressant, c'est les activités masculines restent dominants. Donc on a la fille sportive et rebelle, modèle positive, mais sans espoir, puisqu'effectivement on retrouvera dans tous ces métiers une majorité de garçons. Par contre, le garçon danseur ou choriste, modèle négatif de l'efféminé. Donc là, évidemment, si un garçon a envie de faire de la danse ou de la chorale, il rase les murs et surtout, il ne le dit à personne, ou du poney d'ailleurs. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'un de nos mots d'ordre, puisqu'il en faut de temps en temps, c'est pour l'éducation des garçons, c'est faire chanter et danser les garçons, qui serait vraiment, à mon avis, une grande tâche. Je propose à la ministre de penser cette question d'utilité publique, faire lire, chanter et danser les garçons, voilà, les faire dessiner en général. Alors qu'est-ce qu'elles en disent, ces filles? Donc tout à fait d'accord aussi avec Isabelle Collet, on est vraiment sur la même longueur d'onde, elles ne font absolument pas d'autocensure. On dit oui, les filles, elles préfèrent rester chez elles, elles sont sur l'ordinateur, elles préfèrent faire du shopping. Les profs de sport disent les filles, elles n'aiment pas trop se mouiller, elles mettent beaucoup de temps à se préparer dans les vestiaires, etc. En fait, dans les faits, quand on les interroge, et on en a des dizaines et dizaines d'entretiens, ma mère ne veut pas que j'aille le soir au gymnase, elle dit que maintenant que je suis grande, c'est pas prudent. Donc on voit arriver le sexisme ordinaire, le terrain de basket, surtout qu'il y a de moins en moins d'activités filles généralistes et gratuites, et donc elles sont de plus loin. Et bien il y a la question du transport. Avant, j'allais aux vacances de la maison de jeunes, j'aimais bien le sport, mais j'ai arrêté parce que j'étais toute seule. Elles sont 3, puis 2, puis 1, et puis quand il n'y a plus qu'une fille pour 10 garçons, il y en a une qui est courageuse, battante, elle fait du VTT, elle part à un séjour, elle dit les garçons se sont tirés la bourre devant, elle est tombée, elle a pleuré, il y a le moniteur qui a dit bon, vaut mieux que tu rentres chez toi parce que tu n'as pas le niveau. Voilà, donc c'est classique aussi là-dessus, le décrochage des filles, et qu'il y a un décrochage
pas gentil du tout. Hein. C'est pas du tout sur la performance, c'est aussi sur le lâchage des filles qui sont des compétitrices dans l'attribution des ressources. J'aurais voulu continuer l'équitation, mais c'était trop cher, les concours et tout ça. Donc sport de filles égale cher, ça coûte cher, voilà. Je faisais du twirling bâton, donc twirling bâton, vous savez, c'est la dérivée des majorettes, mais je n'osais pas le dire, il y en a un qui l'a su, il n'arrête pas de m'embêter avec ça. Donc là aussi, effectivement, faire tourner un bâton autour de sa tête et marcher au pas, c'est ridicule. Par contre, tourner sur la tête en faisant du hip-hop, ça c'est socialement important. Donc on voit bien comment nous sommes complètement imprégnés de ce classement sexiste et des activités, comme pour les métiers. Donc voilà, ces inégalités budgétaires se retrouvent dans la pratique du sport à l'âge adulte. 70% des subventions aux associations sportives hors équipement profitent aux hommes. Donc vous pourrez retrouver en ligne une enquête avec des chiffres à peu près complets, enfin synthétiques, sur les inégalités et les raisons de ces inégalités sur le sport à Genève. En même temps que les empêchements s'accumulent pour les femmes, l'offre s'amenuise pour elles, c'est-à-dire qu'elles commencent à décrocher en 6e à cause du sexisme ordinaire dans le club de cours de sport, le fait que les profs de sport, souvent des hommes, s'intéressent plus aux garçons qu'aux filles, dans les apprentissages. Enfin, il y a toute une littérature très intéressante sur ce sujet. Et puis, deuxième décrochage, à partir du moment où l'enfant paraît, où les tâches ménagères apparaissent, etc., et bien finalement, ça fait que les femmes décrochent des activités sportives. Il y a de plus en plus d'activités pour les hommes et de moins en moins pour les femmes. Donc, il devient de plus en plus difficile pour les femmes d'avoir une activité sportive. Cependant, les études en Suisse romande comme en France montrent qu'elles font maintenant autant de sport que les hommes, en tout cas dans les classes moyennes et supérieures. Simplement, comment elles font du sport? Soit elles le payent, donc aquagym, fitness, club, etc., parce que c'est pratique, proche de chez eux, à des horaires possibles, alors que les clubs subventionnés sont souvent pas conçus pour la conciliation des temps. Et puis, deuxième pratique, eh bien, le sport libre, c'est-à-dire courir, faire du vélo dans la ville. Mais là, c'est au risque et péril des sportives, puisqu'elles se plaignent toutes. Elles racontent dans les 175 pages d'entretien qu'on a fait sur Genève, que Laetitia Franquet a fait, eh bien, elles se plaignent, elles s'indiquent les endroits où on peut courir, à quelles heures, parce qu'il y a des obsédés, des exhibitionnistes, des harceleurs, qu'il y a le regard des hommes dans les cafés. Et donc, finalement, on voit aussi cette difficulté du sport dans la ville, qui est encore quelque chose qui n'est pas toléré pour les femmes, alors que chez les hommes, effectivement, faire des pompes à une barre fixe en suivant le torse, ça c'est tout à fait, c'est des cultures urbaines, mais courir en sueur dans la ville, ça c'est dégoûtant. Donc vous voyez, on voit bien comment cette question du sport est encore extrêmement sensible chez les femmes, mêlée à d'autres discriminations, la question du costume. Quand on veut, par exemple, ne pas mettre un short quand on fait du volley, mais plutôt un short long pour des raisons qui peuvent être de pudeur ou d'ailleurs de culture. D'ailleurs, eh bien, c'est très difficile tout de suite dès qu'on a le corps un peu trop, les femmes ont le corps un peu trop masqué, eh bien, on leur reproche, on les soupçonne, etc. Comme vous le savez. Et donc, on a cette question extrêmement brûlante de l'apparence corporelle. Voilà. Alors, du côté des garçons, eh bien, malheureusement, je suis obligé de vous infliger ça, ce qui est le quotidien, c'est-à-dire qu'on a des millions de petits garçons dans le monde, des milliards, peut-être pas des millions, mais des dizaines de millions, centaines de millions qui sont socialisés à pédé, enculé, sale fille de pute, etc. Parce que c'est les mots qui se disent sur les terrains, que c'est les mots qu'emploient les entraîneurs, que sont les mots qu'emploient les papas qui accompagnent leurs garçons au bord du terrain de foot, l'insulte, parce que ce sont les mots qu'emploient les stars, parce que c'est les mots qu'emploie la presse, cette une de l'équipe est quand même extravagante parce que c'est un journal qui avait tiré ce jour-là 5 millions d'exemplaires, qui est un grand journal populaire, et de pouvoir effectivement titrer ça pour révéler un fait de football, et ce n'était pas un manifeste pour l'homophobie, pour la lutte contre l'homophobie, vous avez bien compris, je veux dire, c'était vraiment le réel, voilà, et David... Bon, on a eu un ministre des Sports un peu... il n'était pas calamité, il est toujours très apprécié, député, etc., qui disait « On dit que je suis misogyne, mais les hommes le sont tous sauf les tapettes ». Donc c'est une phrase très intéressante, je vous demande d'y penser, de l'analyser, venant d'un grand sportif, 120 kilos, médaille d'or, une icône française, ministre, voilà. Et c'est assez intéressant, je veux dire, comme phrase. Il l'a écrit, il ne l'a pas dit, il l'a écrit dans un livre de souvenirs. Et puis Nicolin, qui est mort, heureusement, de certaine manière, parce que c'était vraiment quelqu'un qui utilisait ce genre d'injures de façon permanente.
Et pour se racheter auprès des femmes, il avait monté une équipe de foot à Montpellier qui faisait poser avec des maillots échancrés, etc. Enfin bon, voilà, il y a toute cette histoire sur le sport. Dans la culture, j'en ai presque fini, dans 1 minute 10. Même chose, donc là j'ai une petite vignette. Le Rocher de Palmer est un centre culturel qui a été inauguré en 2010 sur la rive droite de Bordeaux, hein, dans le cadre de la politique de la ville, qui est subventionné par tout le monde, le ministère de la Culture, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l'Environnement, la politique de la ville, le conseil régional, le département, la communauté urbaine, tout le monde subventionne ce lieu des musiques actuelles comme symbole, hein, symbole de la culture vivante en banlieue, en face de l'Opéra de Bordeaux qui se trouve en bas. Hein, donc c'est un centre culturel qui est rouge et noir, qui est une espèce d'esthétique de blocos, hein, qui est en haut, et puis où effectivement on dit grosso modo la mythologie des quartiers fait que ces cultures urbaines sont les cultures créatives qui renouvellent la création artistique, et donc qui a été inauguré par Section d'Assaut, hein, donc première, donc je vous laisse, vous voyez pas les... Ouais. Je crois qu'il est grand temps que les pédépérisses coupent leur pénis, laissent les morts retrouvés sur le périphérique. Lointaine est l'époque où les homos se maquaient en scred, maintenant se galachent en ville avec des sapes arc-en-ciel, etc., etc. Donc on a vraiment tout un florilège homophobe. Alors ces gentils garçons avaient été boycottés par un certain nombre de centres culturels pour leur tournée, mais le directeur du centre du Rocher de Palmer en a fait l'inauguration, il a défendu, et comme il y avait eu des manifestations contre ce groupe des mouvements LGBT, eh bien il s'est défendu en disant oui, c'est un procès en racisme, c'est parce qu'ils sont noirs, mais évidemment ils sont camerounais et chez eux c'est effectivement leur culture, etc. Et donc le même centre culturel a vraiment été très militant aussi pour favoriser le retour de Bertrand Cantat, vous savez, qui était un natif de Bordeaux, et d'abord avec son groupe, avec un premier groupe, et puis maintenant avec sa tournée d'été. Donc c'est vraiment le Rocher de Palmer n'a pas annulé la tournée de Bertrand Cantat et qui a été suivie par un public enthousiaste. Et vous voyez, dans ces cultures actuelles, hein, on va récompenser Orelsan, hein, et Orelsan s'est amendé d'une certaine manière après son procès, mais à peine il a eu sa récompense aux Victoires de la musique, il a récidivé, qu'effectivement il écrit des textes pour Bertrand Cantat. On voit bien qu'il y a une collusion d'artistes, hein, et puis aussi cette émergence des jeunes artistes du rap, hein, qui émergent comme Jul, par exemple, avec sur YouTube eh bien, le maximum de clics, et pour avoir beaucoup de clics, il faut être très provocateur, aller toujours plus loin dans la violence, et notamment dans la violence faite aux femmes. Voilà, quelques conséquences, hein, sur la ville. Donc j'avais prévu un exposé un peu plus long, donc je passe très vite. Voilà. Donc pour terminer sur la ville éducative, puisque sport, culture, loisirs, c'est une affaire d'éducation, de cours de récréation, mais c'est une affaire d'espace public, hein, c'est vraiment le lien entre, on pourrait dire, l'école et la ville. Eh bien, l'espace public peut être à l'inverse un lieu d'apprentissage de la mixité. Pour cela, il est nécessaire de mesurer les inégalités femmes-hommes, avec notamment du gender budgeting. Donc s'il y a des gens qui sont concernés ici, je crois que c'est important de dire qu'on peut effectivement, euro par euro, calculer ce qui est donné aux unes et aux autres et dénoncer la discrimination dans le sport, dans la culture et le loisir. C'est ce que nous commençons à faire maintenant de façon systématique en France, mais on est très très en retard sur les scènes culturelles notamment, hein, donc il y a tout un plan. Et puis également, les villes commencent à le faire, mais pas toutes, hein. Sanctionner les violences sexistes et sexuelles, favoriser la confiance en soi des filles dans l'espace public, soit par des activités entre elles, soit par des activités mixtes. Donc là, effectivement, quand on est dans une situation de discrimination, 75% à 25%, eh bien, on ne peut pas reprocher la non-mixité féminine. Si c'est la solution pour que les filles fassent du sport, eh bien, bon, ou alors à ce moment-là, il faudrait arrêter toutes les équipes de foot non mixtes ou les équipes de rugby non mixtes, les clubs masculins non mixtes, etc. Donc l'histoire de la critique de la non-mixité des filles est une absurdité en situation d'inégalité, hein. Et puis effectivement, éduquer les garçons à accepter la mixité et à y trouver du plaisir. Donc là, je vous alerte effectivement sur la grande catastrophe mondiale du sport, hein, qui rétablit la ségrégation des filles et des garçons dès l'âge de 8 ans, alors que l'école avait fait tout le travail déjà, le premier commencement du travail de mélange. Et là, eh bien, on recommence à séparer les sexes, et avec des modes extrêmement puissants médiatiquement dans l'imaginaire des enfants, tels que le foot, le rugby, le sport en général, hein, et le culte de l'homme fort. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Yves Rebaud. Alors, nous avons eu 2 exposés qui ont déconstruit pas mal d'idées.
Isabelle Collet en mettant l'accent sur, je dirais, les conditions objectives discriminatoires d'apprentissage des filles plutôt que sur les traits de caractère, etc., etc. Et aussi sur les stéréotypes comme effet et pas comme cause des inégalités. Et Yves Rebaud en montrant que la violence est un construit social et très concrètement via des politiques publiques, quoi. Alors tout ça se pose, évidemment, ces analyses impliquent d'autres stratégies et je suppose que, bon, ils ont déjà fait des allusions à des stratégies possibles, mais c'est le moment de vous donner la parole et de poser des questions, faire des commentaires, réagir à ce qui a été dit. Je pense qu'il y a un micro-baladeur. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur ? Il est là, on va prendre ce micro. Voilà. Ah ben voilà. On a un petit quart d'heure d'échange possible. Il y a une question là. Et puis là. Okay. Bonjour. On va prendre plusieurs questions. Merci beaucoup pour vos deux exposés. Ils étaient très intéressants, très riches et très intenses. Je voulais savoir si vous pouviez réexpliquer un tout petit peu mieux, c'était quoi la toile de l'égalité? Parce que vous avez parcouru en un quart de seconde. Attends, Isabelle, je pense... Oui, on va prendre la deuxième question. Oui? Attendez, je pense qu'on a besoin d'un micro. Bonjour, un grand merci pour ces deux conférences absolument passionnantes. Ma question s'adresse aussi à Isabelle Collet. Dans sa conclusion, vous présentez le passage d'une démarche d'égalité à une démarche d'équité, que vous dites aussi insatisfaisante telle qu'elle est illustrée. Pouvez-vous davantage développer cet aspect-là et opérationnaliser, d'après vous, que pourrait être l'abattage du mur? Un grand merci. Et on va prendre une troisième question. Bonjour, eh bien, au risque de répéter la même chose, voilà, nous sommes très très contents de ma collègue et moi d'être ici et d'avoir entendu les exposés. Bon, je n'ai pas l'habitude de m'exprimer en public, donc je vais essayer d'être claire. Dans l'école où on travaille, est venue justement cette année des réclamations de filles par rapport à la cour de récréation. Donc, je veux dire, la question est vraiment commune entre monsieur et madame, puisque constatons depuis toujours que le terrain de foot prend toute la place et que les premières réclamations sont venues de filles qui, pour la première fois, ont exprimé le désir de jouer avec les garçons au foot. Et alors là, c'était le début de toute une histoire passionnante, un débat, puisque je vais dire, j'étais perturbée, mais voilà, j'ai déjà eu des réponses à vos questions, puisqu'elles exprimaient légitimement qu'elles n'avaient pas leur place, qu'on les empêchait de jouer, et on demande aux garçons, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a tel refus de votre part? Mais je parle d'enfants jeunes ici, de 6-7 ans. Certains avaient les stéréotypes disant, on va leur faire du mal, donc il ne faut pas qu'elles viennent. D'autres ont dit de toute façon elles sont idiotes, elles ne comprendront pas les règles, et d'autres ont dit on veut bien, mais de toute façon après 3 jours il n'y en aura plus qu'une, il n'y en aura plus deux, et elles n'auront plus envie de rester. Alors voilà, c'était pour voir si vous aviez des idées concrètes ou d'autres pistes à donner, parce que effectivement il y en a 3-4 qui continuent à vouloir continuer de jouer. Moi je pense que c'est justement là un point de départ très intéressant au sein de l'école pour amener un petit peu de mixité, pour ne pas aller, je trouve, jusqu'à la suppression finalement du terrain de foot. Ce serait nier l'existence du problème. Enfin voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a 3 questions. Il y en a 2 qui étaient adressées à toi, Isabelle. Attends. Ouais. Je vous ai remis la toile de l'égalité, justement. Alors, il faut quand même que je vous dise, quand je fais ça avec mes étudiants et mes étudiantes, j'ai 30 heures. Vous comprenez, je n'ai pas complètement vous l'expliquer aujourd'hui. Alors, moi je pense que former les enseignants et les enseignantes pour qu'ils deviennent des éducateurs et éducatrices égalitaires, c'est une façon d'abattre le mur, déjà. C'est-à-dire, mais à l'échelle d'une institution.
C'est-à-dire, on peut faire quelque chose à l'école, on peut faire quelque chose dans l'orientation, il y a différents terrains sur lesquels intervenir. Si on repense son enseignement de sorte qu'on ne laisse plus les stéréotypes traverser, je ne dis pas qu'on va générer une égalité parfaite dans la société, parce que l'école, elle n'est pas en amont de la société, elle ne génère pas la société derrière elle. Il ne suffit pas de former les enfants pour ça. Mais au sein de l'école, on aura a priori abattu le mur, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de faire du rattrapage pour permettre aux filles ou aux garçons de trouver des places que d'ordinaire ils n'ont pas. Alors, par exemple, qu'est-ce que j'ai mis sur cette toile que je considère, enfin évidemment je considère que tout est important, sinon je ne l'aurais pas mis, mais par exemple, employer une langue inclusive. Les étudiants et les étudiantes, les filles et les garçons, les enseignants et les enseignantes. Ouais, c'est pénible à dire. Moi aussi, je trouve ça pénible à dire. Sauf qu'on sait que si on parle au masculin neutre, des psychologues, des psycholinguistes montrent de façon catégorique que parler au masculin neutre, c'est parler au masculin. C'est-à-dire, nous ne nous représentons pas des hommes et des femmes dans un masculin soi-disant neutre, on se représente du masculin. Il n'y a pas à tortiller. Donc, j'essaie de faire l'effort, et surtout quand c'est important, de dire les étudiants et les étudiantes. Et je vous invite... Alors, les élèves, ça a une fonction épicène, effectivement, on peut avoir des garçons et des filles dans les élèves, mais de dire « ils » pour parler de groupes mixtes, et de même d'écraser les groupes en disant « les garçons sont ceci, les filles sont cela », alors qu'il y a des garçons qui sont ceci et des filles qui sont cela, ça change déjà la donne. Dévoiler l'omission des groupes dominés, quand j'étais petite, il y avait un texte qu'on apprenait à l'école en France, un poème qui s'appelait « Question que se pose un ouvrier qui lit ». Alors, c'était pas très épicène, mais en tout cas, la question qui se posait, c'était quand on lit « Napoléon a envahi la Russie », seul? Il n'y avait pas des ouvriers avec lui? Bon, cette question-là, on peut se la poser pour les classes sociales, pour les femmes, pour les personnes non blanches. Dévoilons l'omission des groupes qui ne sont pas dans ce qu'on appelle le général. Quand on fait de l'algèbre, se souvenir que l'algèbre, on le doit aux mathématiques arabes, ben, ça ne fait pas de mal. Voilà. Se souvenir ou signaler que le premier programme informatique a été fait par une femme, ben, ça ne fait pas de mal, surtout vu les pourcentages qu'on a en informatique. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que je dis que le premier programme informatique a été fait par Ada Lovelace que toutes les filles vont vouloir faire de l'informatique, mais on est en train de remixer un monde qui est mixte, mais dont on a exclu les femmes, parce qu'on ne les a pas intégrées dans l'histoire dite générale. Valoriser l'expérience, valoriser les émotions. Pour un garçon, c'est infamant d'avoir des émotions. Pour un garçon, aimer la poésie romantique, c'est un coup à se faire traiter de pédé. Donc si on comprend ça vite, en général on le comprend très vite, en tant que garçon, on ne peut pas le dire. Même si on aime, vaut mieux aimer honteux et caché. Pour une fille, avoir des expériences de bricolage, c'est vite être déclassé. C'est pas de la science. Éventuellement, tu as bricolé. Comme tu as bricolé sur des trucs de filles, ça vaut pas. Comme tu as fait du sport de filles, ça vaut pas pour du sport. Or, c'est des expériences à valoriser. Inciter à la prise de parole, c'est tout le temps. Quand vous faites des comptages de prise de parole dans les classes, vous avez au moins, et surtout au secondaire, 2/3 à 3/4 des prises de parole faites par des garçons. Pas les garçons, mais un groupe de garçons dévorant à l'intérieur de votre classe, avec un espace sonore envahi par les garçons. Un cours dialogué où vous échangez avec la classe pour construire du savoir, c'est un cours de compétition à la prise de parole. J'ai écrit un article qui s'appelle « Bien faire ou le faire savoir ». L'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est pas de répondre juste, c'est de répondre d'abord et de prendre sa place dans un groupe. Pas tous les garçons le font, mais plutôt des garçons le font et peuvent avoir tendance à faire taire les filles qui voudraient participer avec. Varier les pratiques pédagogiques, ça c'est dans apprendre en confiance. Et surtout ne pas dire « Ah ben pour les garçons, j'ai mis des livres sur le foot, pour le français, parce qu'ils aiment ». Là, vous interdisez aux filles d'aimer les livres sur le foot et surtout vous interdisez aux garçons de dire que le foot, ils n'aiment pas. Et que déjà, ils sont obligés de participer. Et même en français, si on leur refile du foot encore, alors qu'ils voudraient enfin faire autre chose, vous limitez ces possibilités. Je me souviens d'une enseignante de primaire qui disait « On a fait des histoires de chevaliers, les garçons adorent. » Et les filles, elles ne peuvent pas, et les garçons, ils peuvent ne pas aimer. Donc, varier les pratiques, mais surtout ne pas les assigner aux garçons ou aux filles. Ceci seraient des pratiques de garçons, ceci seraient des pratiques de filles, etc., etc., etc. Pour abattre le mur, et ce coup-ci je reviens, pour abattre le mur, il faut faire des mesures courageuses. Il
faut pas faire des petites mesures d'ajustement en espérant qu'il va se passer quelque chose de génial. Il faut oser faire des mesures courageuses. Il faut oser proposer aux enseignants et enseignantes en formation au futur des vrais modules genre de 30 heures où on va les former à la pédagogie de l'égalité. Vous venez faire une matinée de sensibilisation sur le genre, c'est sympa. C'est surtout sympa pour ceux qui sont déjà convaincus, ça les renforce, mais vous ne les avez pas outillés. Il ne suffit pas d'être féministe, il ne suffit pas d'être compétent ou compétente sur les questions d'égalité pour être demain dans sa classe un enseignant ou une enseignante égalitaire. C'est des gestes pédagogiques, c'est des savoir-faire, c'est des savoirs pratiques, et ça ne se fait pas en une matinée. Moi, je vous dis, je le fais en 30 heures. Une autre façon d'abattre le mur, je parle beaucoup dans les écoles d'informatique, que je suis informaticienne de formation et que les pourcentages de filles en informatique sont absolument risibles. Bon, l'avantage, c'est que vu où on est bas, il y a peu de chances qu'on descende, hein, on est un peu au minimum, et les gens me disent, mais on a tout fait, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors on a tout fait, ça veut dire que dans les salons, dans les stands, on a dit, les filles c'est bien, venez, si, l'informatique c'est pour les filles. Ça, c'est pas tout fait. On peut mettre un quota. Alors évidemment, quand on dit on met un quota, ça glace l'ambiance. Alors, premièrement, bonjour, je suis une informaticienne quota. C'est-à-dire dans mon bachelor d'informatique, j'ai un bachelor d'informatique, mon bachelor, je suis probablement rentrée grâce à un quota qui faisait qu'on voulait au moins tendre vers quelque chose qui ressemblait à un quart de filles. S'il n'y avait pas eu ce quota, je ne serais peut-être pas rentrée. Je suis sortie 4e de ma promotion. A priori, en étant informaticienne quota, je n'ai pas baissé le niveau. Donc il n'y a pas de honte à être informaticienne quota, vu qu'on ne sort pas à la queue de peloton. Quand je vais dans les écoles d'informatique, où j'ai devant moi 90% d'un sexe pour 10% de l'autre, ce que je dis aux gens, une fois qu'on se connaît bien, parce que ce n'est pas très agréable ce que je vais leur dire, ce que je leur dis, c'est que, puisqu'il n'y a pas de cerveau rose et de cerveau bleu, qu'on est bien d'accord que ce mécanisme qui fait qu'aujourd'hui j'ai 90% d'un sexe pour 10% de l'autre, c'est des mécanismes qui écartent les filles et qui incitent les garçons. C'est qui les 40% de garçons de trop? C'est qui les 40% de garçons qui sont là grâce à ce mécanisme discriminatoire? Et si intégrer 40% de filles, ça ferait monter le niveau, parce qu'on permettra à ces filles qui ont été écartées pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la compétence, d'intégrer une filière dans laquelle elles allaient réussir. Alors effectivement, ça met un certain malaise. Les gens se regardent en se disant, est-ce que c'est moi le garçon de trop? Mais je rajoute, moi je suis une femme blanche universitaire. J'ai des avantages. Ce serait complètement irresponsable de ma part de penser que je suis à ma place uniquement grâce à mon mérite. Oui, j'ai du mérite. Mais je suis aussi une femme blanche et fille d'enseignante. Ça n'a pas joué pour rien dans ma capacité à devenir universitaire. C'est qui les 30% d'enfants de milieux défavorisés qui ne sont pas là parmi les universitaires parce qu'ils ont été écartés à un moment donné? Les quotas, actuellement le quota qui marche le plus fort, c'est celui qui marche pour les hommes blancs de milieux sociaux supérieurs. C'est celui qui marche depuis très 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 longtemps. Faire des quotas, ce n'est pas être injuste envers les hommes, c'est rattraper des mesures de discrimination. Il y a des quotas dont on s'arrange très bien en France, par exemple, c'est-à-dire on fait des quotas pour des filières techniques pour qu'elles puissent se rebrancher dans des écoles d'ingénieurs. Là, visiblement, on s'en accommode bien. Et je suis pour ces quotas. Pourquoi un quota sur les sexes serait scandaleux si on est convaincu qu'a priori, ce qui a écarté les femmes, c'est des mesures discriminatoires? Il y a des écoles d'informatique qui ont mis un quota, qui l'ont mis quelques années. Par exemple, NTNU en Norvège, à Trondheim, ils ont mis un quota. Maintenant, ils n'en ont plus besoin, ils ont 35 à 40% de femmes en informatique. Donc c'est possible, il faut avoir le courage de certaines mesures, y compris quand elles fâchent un peu. Merci Isabelle. Je vais passer la parole à Yves Rebaud pour répondre à la 3e question, et puis on va devoir clôturer. Je vais simplement passer la parole à Yves Rebaud pour la 3e question, et après ça, nous serons obligés de clôturer parce que nous avons déjà pas mal de retard, et il y a une 2e partie de la matinée après la pause café. Voilà. Voilà, donc peut-être sur la cour de récréation hein, et ce que ça comporte. Donc 3 solutions, hein, c'est-à-dire là je parle sous le contrôle de Edith Margot-Jules aussi qui a fait plus que moi ces études. La première, supprimer le ballon et supprimer les jeux qui créent des murs, hein, déjà c'est la première chose. Au moins il y a un très grand nombre d'écoles maintenant qui ont adopté la course en ballon une fois par semaine ou 2 fois par semaine et qui voient bien ce que ça donne et ça transforme la cour de récréation. Deuxième solution qui avait été mise en place il y a très longtemps déjà par Nicolas Barre, que vous connaissez peut-être, et qui consistait effectivement à former filles et garçons au football dans une pratique externe, de façon à ce que les garçons et les filles apprennent à coopérer, à jouer ensemble,
apprendre aux garçons, et puis ensuite que les garçons apprennent à savoir que les filles avaient du talent aussi pour marquer des buts, et donc à partir du moment où elles ont repéré des championnes, ils voient tout l'intérêt qu'il y a d'avoir une championne dans leur équipe, et donc ça permet effectivement, ce travail qui avait été fait dans une école de la banlieue parisienne avait transformé la cour de récréation puisque les filles jouaient au foot au milieu de la cour de récréation. Troisième solution, eh bien, c'est la solution non-mixité que je ne trouve pas absurde, c'est ce qu'ont fait nos amis suédois. D'ailleurs, suite aux travaux que j'avais faits sur les skateparks et les city-stades qui ont eu un petit retentissement européen, eh bien, certaines mairies de Suède, puisque ce sont vraiment des passionnés de l'égalité, ont décidé de faire une journée, voire deux, c'était le cas à Malmö, de skatepark non mixte pour les filles, en constatant au bout d'un an que effectivement les filles qui avaient cette pratique du skatepark non mixte bien revenaient les autres jours pour faire du skate avec les garçons. Donc vous voyez, on a quand même des stratégies qui peuvent être diverses et variées, mais pourquoi vouloir s'accrocher au football? Enfin, je veux dire, c'est vraiment, il y a tellement de choses dans ma jeunesse, c'était déjà il y a longtemps, l'éducation populaire, eh bien, c'était aussi 10 000 jeux qui mélangeaient les garçons et les filles. Les jeux, on avait des foulards derrière le dos, pour éviter justement les contacts, les jeux de béret, les jeux dérivés du baseball. Donc il y a plein de jeux qui permettent, qui étaient justement éducatifs et qui étaient faits pour la mixité. Et puis pour finir, si je reprends le dernier dessin d'Isabelle, je le trouve particulièrement, ça m'a beaucoup... c'est un dessin très violent, parce qu'on voudrait dire que l'égalité entre des petits garçons noirs qui n'ont pas la possibilité de payer leur billet pour entrer sur le terrain où jouent d'autres hommes consisterait à leur donner des strapontins différents. Donc je veux dire, déjà j'y vois du racisme, je vois aussi que ce sont des garçons à qui on propose l'égalité pour regarder d'autres garçons. Donc c'est un dessin qui pour moi est vraiment pétri d'émotions très très fortes au regard des recherches que je peux faire sur le sport. Voilà. Voilà, merci à vous. On va vous applaudir. Voilà, il y a une pause café et je vous donne rendez-vous dans un quart d'heure. Il est... quelle heure il est 11h30 au plus tard.